Alors d'abord remercier donc la Cité de l'Architecture et du Patrimoine d'avoir organisé cette journée, journée de valorisation des messages, des projets, des richesses, des nouvelles richesses, comme vous l'avez appelé les commissaires dans le pavillon français, mais aussi de valoriser les fronts. C'est-à-dire là, c'est plus, on est plus à la guerre, hein. Donc les fronts sur lesquels nous devons produire des avancées. Alors, est-ce que ces avancées sont des avancées marginales ? Alors, parfois, les avancées marginales conduisent à des avancées structurelles. Mais pour l'instant, voilà, j'ai du mal à percevoir encore en quoi ces avancées sont structurelles. Voilà. Vous avez... là, je m'adresse donc au commissaire Hawks, commissaire du pavillon, que je salue bien sûr, construit donc ici aujourd'hui une journée d'échange autour de quelques thèmes, autour de problématiques, qui restent des sujets parfois émergents, bien que dans le langage aujourd'hui politiquement correct, on va dire, la plupart de ces mots que vous utilisez sont des mots qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de discours, y compris dans les nôtres. Enfin, est-ce que concrètement, sur le terrain, ça nécessite toujours des batailles ou est-ce que, en réalité, on considère que, comme l'a dit Lucie Ninet juste avant, est-ce que dans la chaîne dont parlait Lucie Ninet, la chaîne opérationnelle qui part de la planification, de la programmation, de la conception, des différents moments de décision, mais également du moment du chantier, de la réalisation, je ne parlerai même pas de la maintenance, voire même après des réhabilitations. Je veux dire, est-ce qu'on détruit ces choses, ces richesses, aussi vite qu'on les a réalisées, ou est-ce qu'on arrive à considérer qu'elles sont des richesses pérennes? Là, je parle de certains grands ensembles qui parfois ont été des vraies richesses. Parfois, hein, je dis bien, ont été certains des vraies richesses, et qu'aujourd'hui, on ne regarde même pas s'il y a de la richesse, et qu'on se dit qu'on va les détruire. Je parle bien de certains, hein, il n'y a pas de généralité dans mon propos, ça va de soi. Donc, vous avez donc aujourd'hui interrogé donc ces process de mise au point d'un édifice, ou bien aussi de place, comme tout à l'heure, à toutes les échelles, ou bien d'un quartier à toutes les échelles. Donc, est-ce que tout ça, c'est aujourd'hui consensuel dans l'opérationnel classique, ou est-ce qu'il faut démesurément, j'ai envie de dire, se battre le jour, la nuit, ne pas être payé pour pouvoir effectivement aller vers des solutions qui sont des solutions d'avenir. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais revenir quelques instants à ce moment de la journée sur ce qui nous a conduit collectivement au sein d'un jury avec le ministère des Affaires étrangères, avec l'Institut français que je salue ici, et le ministère de la Culture, à choisir ce commissariat. Il nous est apparu que véritablement, il y avait certaines avancées qui étaient formulées dans le projet des commissaires, qui étaient des avancées qui restaient fragiles, qui méritaient d'être montrées pour pouvoir débattre, ce qu'on fait aujourd'hui, pour trouver des méthodes, comme l'a dit Marilène Contal, et pas se suffire d'une satisfaction d'avoir vu émerger ponctuellement quelque part quelque chose d'exceptionnellement bien, mais d'essayer de se demander finalement comment, globalement, on pourrait essayer d'arriver à faire évoluer les choses, et donc parfois faire évoluer les cadres. Donc,
le commissariat de ce pavillon de la Biennale d'architecture positionne, comme ça a été demandé aussi par le commissaire général à Ravenna, positionne l'architecture dans sa possibilité. Elle n'est évidemment pas la seule. On pourrait faire une biennale de l'urbanisme, une biennale du paysage, une biennale de... Voilà. Pourquoi pas ? C'est une bonne idée, la biennale de l'urbanisme. Bah oui. Non, parce que là, bon, évidemment, étant au ministère de la Culture, chargé de l'architecture, pour moi, c'est facile de saluer le propos de ces commissaires. Mais comme c'était la question, ça tombe bien, c'était la bonne réponse. La question, c'était bien comment positionner l'architecture dans une dimension large, et vous l'avez fait, et comment positionner l'architecture face à des défis qui sont des défis de société. Voilà. Et comment on arrive à valoriser et à positionner l'architecture dans ses liens avec les autres, évidemment, pour pouvoir constituer des solutions à des problèmes parfois complexes ou parfois à des problèmes simples. Donc vous soulignez la manière dont l'architecture peut être une contribution à un aménagement du périurbain, à une avancée de l'économie circulaire, à un aménagement des infrastructures de territoires ruraux, à la requalification des grands ensembles, à la revitalisation des centres-bourgs. Alors, vous avez dans tous vos projets, et j'en passe, vous avez dans tous vos projets montré, dans une des salles en particulier du pavillon, que c'est collectivement, que c'est l'engagement des élus, des architectes, des maîtres d'ouvrage, des différents acteurs de politique publique, des entreprises, et vous saluez, vous rendez hommage aujourd'hui à l'ensemble de ces acteurs. Mais vous voulez aussi pointer quelle est la condition de la concrétisation de ces avancées. Et une des conditions, c'est le partage des finalités, le partage des objectifs. Dans certaines politiques environnementales, je rappellerai que les objectifs sont quantifiés. Il y a même des objectifs qui sont votés par le Parlement européen. On n'en est pas là dans le domaine de l'architecture. On n'a jamais vu un Parlement européen se pencher sur, au fond, quels pourraient être les critères du bon état, si je réfère encore à la politique de l'eau. C'est quoi le bon état d'un aménagement urbain rural ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des critères ? Est-ce qu'il y a des problématiques de continuité de matériaux ou au contraire pas de continuité, mais de rapport des matériaux entre eux qui peuvent être contrastés ? Est-ce qu'il y a des problématiques de lumière ? Est-ce qu'il y a des problèmes d'orientation vis-à-vis de l'ensoleillement ? Est-ce qu'il y a des problématiques vis-à-vis de l'installation du bâti sur son milieu ? Un rapport à l'histoire, un rapport à la géographie, enfin que sais-je ? Des choses qui sont parfaitement objectivables, qui n'ont rien de si compliqué. Il y a d'ailleurs énormément de disciplines qui sont convoquées sur les sujets. Et donc le partage de ces critères et de l'objectivation de ces critères, c'est certainement quelque chose qui nous manque, puisque on sait à quel point les discussions sur ces process d'édification, c'est parfois vraiment une succession de malentendus. Ce qui est considéré par certains comme bien construit est considéré comme, par d'autres comme absolument invraisemblable. Ce qui est considéré comme étant un gage d'harmonie est considéré par les autres comme un ennui profond, etc. Et finalement, est-ce qu'on sait ce que veulent les citoyens par rapport à ça ? Est-ce qu'on s'est demandé finalement si ces critères sont partagés? Donc il y a une véritable question autour des critères en tout cas. Et vous avez, vous, dans les projets que vous avez montrés, illustré le moment où, ensemble, un certain nombre d'acteurs partagent un certain nombre de ces critères. Peut-être ils ne l'ont même pas su, mais vous avez su en tout cas les construire, les réaliser et les concrétiser. Alors maintenant, j'aimerais donc saluer mon collègue du ministère du Logement et de l'Habitat durable, donc François Bertrand, qui a des responsabilités sur un certain nombre de politiques publiques. Je voudrais indiquer qu'aujourd'hui, si on peut être dans des réalisations comme celles que vous avez montrées, c'est que, heureusement, il y a des engagements conjoints entre ministères. Je salue également, bien sûr, mon collègue du ministère en charge de l'égalité des territoires. Donc,
on a ensemble, et il y en a bien d'autres, des sujets, des finalités communes. Mais c'est pas pour autant que sur le terrain, les choses vont forcément si bien que ça. Ceci dit, il y a aussi des très bons exemples. Donc je voulais qu'on ait la possibilité de t'entendre pour démontrer justement que sur un certain nombre de sujets de ce commissariat de la Biennale d'architecture de Venise 2016, bien sûr, certains de vos messages, et là je parle au commissaire, font écho aux axes stratégiques de la politique d'architecture de la ministre de la Culture, mais font écho aussi, heureusement, à des sujets qu'on partage conjointement. À toi. Merci Agnès. Alors, du coup, je demande à Stéphane lui, oui, de lancer le PowerPoint. Donc de François Bertrand. Je le présenterai pas, mais vont défiler derrière vous un certain nombre d'exemples justement de ces dispositifs qu'on met en œuvre. Je vais essayer d'être bref et pas vous tous vous les décrire, vous en connaissez. On commence par les palmarès des jeunes urbanistes. Mais bon. Et de le mettre en diaporama, vous avez demandé, je crois. Oui, ce qu'il faudrait, c'est que ça défile tout seul. Voilà. Ce qui vous rend une liberté de langage. Comme ça, je ne m'en occupe pas et vous regardez. Donc oui, ministère du Logement. Enfin, on a la chance. Moi, je suis à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et j'ai la chance d'avoir 3 ministères qui peuvent me passer des commandes. Le ministère de l'écologie, le ministère en charge de l'urbanisme et du logement et aussi le ministère de l'aménagement du territoire et de la ruralité, parce que mine de rien, on est aussi sous cette tutelle-là. Donc voilà, on a différents ministères qui ont un rapport avec le territoire. Donc moi, j'ai à ma charge un certain nombre de dispositifs et je pense que c'est un peu le sujet là, du lieu d'action publique pour qui s'adresse à des territoires. Alors, je vais en décrire quelques-uns pour vous dire que ce mot un territoire, c'est pas un acteur. Donc derrière, il faut aller chercher quelqu'un qui porte quelque chose sur ce territoire. Des politiques territoriales, et je pense que c'est là où ça fait un lien avec ce dont vous avez parlé. C'est qu'en gros, ces nouvelles richesses, elles sont sur des territoires dont il faut aller soit assurer la transition écologique. Par exemple, ça, c'est une partie que j'ai avec ma casquette ministère de l'écologie, soit dont il faut assurer la réponse aux besoins de logement des populations. Donc là, ça va être plus ma casquette ministère du logement et on essaye de rejoindre ça au travers de dispositifs divers et variés. Je m'aperçois que ça défile un peu vite. Je vois tous regarder. C'est pas grave. C'était une innovation de ma part et je m'améliorerai la prochaine fois. On sait ce que c'est. Hein. Voilà. Et donc, du coup, peut-être des choses qui font... et je voulais aussi, dans mon propos, je vais en quelques minutes aussi... on a parlé beaucoup de préjugés, de lieux communs ou de choses sur lesquelles on pense que fait l'autre. Typiquement, je vais en prendre un exemple. On a un dispositif qui s'appelle Écoquartier, qui sort de la loi Grenelle, et donc qui est là pour promouvoir une autre façon de faire des quartiers. Donc, on est sur un territoire qui a une petite échelle, celle d'un quartier. Et donc, on traîne, parce que c'était les débuts de ce dispositif, l'image que c'est réservé à de la grande métropole, à des quartiers un peu high-tech, très riches, Boulogne, ici les Moulineaux. Forcément, au début de la démarche, c'était en 2008-2009, on a été chercher un certain nombre de précurseurs, et comme dans ces cas-là, on va chercher les riches d'abord. Cela étant dit, cette démarche, elle s'applique parfaitement à des territoires, c'est ce que vous avez qui défile en ce moment, à des territoires ruraux, voilà, un certain nombre de territoires qui pourraient être Chaliers et des Bazouges, c'est pas beaucoup plus gros. Ils viennent de fêter les 10 ans de leur écoquartier, les habitants des Bazouges, et ils continuent à peser leurs déchets comme au premier jour dans cet écoquartier. Mais donc ça s'applique aussi à des territoires, ces territoires un peu frontières, ces nouvelles richesses, ces territoires ruraux, tout simplement, parce que ce dispositif écoquartier qui est fondé sur l'idée, il y a un certain nombre d'experts qui ont élaboré une grille qui est en 20 engagements, et l'idée c'est de se dire, ces 20 engagements, c'est pas 20 objectifs chiffrés qui viendraient d'en haut, sur lesquels il faut répondre avec une grille, et puis après on a une note entre 0 et 20, et on a droit à Gold. Entre 20 et 30, on a droit à Platinum, etc. C'est plutôt, vous avez une grille de 20, et maintenant vous avez un territoire, c'est un territoire rural, c'est un territoire en renouvellement urbain, c'est un territoire en centre-ville, un territoire en périurbain. À vous de fixer les objectifs qui sont ceux de la richesse de votre territoire. Essayez d'aller plus loin un peu sur votre territoire avec cette grille. On est en train, et ça génère, et vous allez voir une petite image, c'est la suivante,
c'est aussi une manière d'orienter la discussion qu'il peut y avoir dans ces quartiers, la discussion publique, le débat public. C'est plus facile quand on a un cadre. On a tout à l'heure évoqué la question du rôle de l'État. Le sujet étant là de ne pas imposer une façon de faire les quartiers, mais plutôt d'offrir à ceux qui en ont besoin une boîte à outils. Alors la boîte à outils conceptuelle de ce que c'est qu'un quartier durable, quelles questions il faut se poser, la boîte à outils de celle qu'on est en train de faire aujourd'hui, comment on évalue les performances, et aussi une capacité aussi d'aller chercher les pairs. On n'a pas utilisé ce mot-là encore aujourd'hui, ou en filigrane, mais en gros, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'expériences qui sont réplicables dans les matières là, dont on traite dans cette journée, et dont la réplicabilité, c'est assez compliqué. On ne refait pas l'espace public de Chalier, parce qu'il voilà, y a que Chalier, que ça met 3,50 m, enfin bref, voilà, où il y a du gneiss et puis une vue. Enfin, donc il y a des choses très. Et puis il y a 20 habitants qui sont passés par là et qui ont adhéré au projet. Donc chaque fois, c'est un peu différent. Ça n'empêche que du coup, on aura du mal, nous, en tant qu'État, à écrire des guides pour dire si vous êtes dans tel cas, il faut faire ça. Mais par contre, ce qu'on fait beaucoup au travers de ces dispositifs, c'est faire se rencontrer les gens. Et alors j'en cite un deuxième. Alors il n'apparaît pas dans les diapos parce qu'il est récent, il date de la semaine dernière. Ça va faire un écho à la question de la participation. On a réuni au travers d'un appel à manifestation d'intérêt sur le logement choisi, abordable et durable la semaine dernière. Des acteurs, c'était des architectes, des promoteurs, des collectivités, autour de l'idée, est-ce qu'on peut faire un peu différemment le logement ? Et donc, évidemment, on a tous en tête l'habitat participatif, mais qui est quand même une micro-niche qui s'adresse qu'à des territoires très particuliers, à des gens très particuliers, mais il y a deux façons de faire. Et moi, j'ai participé à cette journée, on a réuni 150 personnes, et sur cet appel à manifestation d'intérêt qui n'avait strictement aucun enjeu financier, puisqu'on n'a rapporté rien à personne, on a eu 600 réponses de gens qui disent moi j'ai une idée ou moi j'ai un besoin. Et donc l'idée c'est de faire rencontrer des idées et des besoins. Et en gros, dans cette journée de la semaine dernière, on a eu 35 collectivités qui sont venues. Évidemment, on a eu Lyon et Lille, hein, mais on a eu énormément plutôt de territoires ruraux. Voilà, puisque l'idée c'était d'arriver à faire comment on peut faire au travers de nouvelles pratiques de fabriquer le logement, du logement moins cher, du logement plus écologique et du logement plus adapté au mode de vie des habitants, choisi, abordable, durable. Et ça intéresse beaucoup les territoires tels que ceux qui ont intéressé le pavillon, enfin ces nouvelles richesses, puisqu'il y a quand même une idée de faire un peu de l'artisanat autour du projet d'architecture ou du projet urbain. Enfin, en gros, on discute avec les futurs utilisateurs et on le fabrique à la demande. Donc il y a un peu cette idée-là. On a aussi un autre dispositif, et vous allez voir, j'ai mis régulièrement dans le diapo des cartes, et à la fin vous avez toutes les cartes. Enfin, donc on essaie de couvrir sous cette notion de territoire des variétés de territoires qui, sur ces questions d'urbanisme, ont des questions qui peuvent être différentes. Et là aussi, on s'aperçoit que c'est plus efficace pour nous, en tant que porteurs de politiques publiques. Donc, c'est des politiques non réglementaires. Voilà, on nous demande si... J'ai parlé de la loi Grenelle. En gros, moi, j'ai un article qui me concerne dans la loi Grenelle. C'est l'article 7 qui dit l'État devra promouvoir un référentiel pour construire des quartiers plus durables et incitera les collectivités à le faire. Point. Ça s'arrête là. Donc on m'a pas dit vous écrirez le texte vous écrivrez le BBC version urbaine. Hein. Heureusement pour nous qu'on n'a pas ça, parce que je sais pas comment on ferait. Et donc on est sur des politiques très de conviction, d'emporter la conviction, des politiques de réseau. Hein. Donc on a des territoires qui sont très différents, et des territoires ruraux. On est avec nos collègues du CGET autour de la question de la revitalisation des centres-bourgs. Et puis, au travers d'un certain nombre de thèmes qu'on égrène de temps en temps sur des territoires un petit peu plus vastes, vous voyez défiler aussi un autre outil on réinvente à chaque fois, qui est l'atelier des territoires, qui est un outil d'émergence de projets de territoire. Donc on est plutôt sur une échelle, allez, Interco, Scott, plus cette échelle-là.
et où on intervient, Stéphane l'a cité tout à l'heure, on intervient en appui de collectivités volontaires qui sont confrontées à un sujet, une espèce d'injonction paradoxale entre un développement urbain et... alors ça peut être la loi littorale, ça peut être la question de risque. C'était Frédéric Bonnet qui avait conduit cet atelier-là il y a 3 ans maintenant. Le périurbain, la montagne. Voilà. On est confronté à un sujet où justement des recettes sur étagère, il n'y en a pas. On est volontaire pour faire quelque chose et on avance sur ce sujet et on fait projet ensemble. Voilà. Voilà. Donc c'est un autre type de dispositif. On en a un certain nombre sous cette forme-là. Et peut-être pour conclure et pour faire le lien, moi il me semble que on a donc la question du territoire qui est un bien commun, ou plus exactement une façon de pouvoir mettre les gens autour de la table, qui est une bonne entrée pour nous, qui n'a pas été toujours celle-là, qui n'est pas d'ailleurs, par exemple, si on regarde les questions de normes de construction, j'ai des collègues juste à côté de moi qui font toute la norme RT 2012, etc. Alors ils ont un peu de territoire, parce que c'est pas tout à fait la même norme au sud, au nord, mais c'est pas le sujet. Donc c'est pas une évidence d'une politique publique d'avoir le territoire comme entrée. Et puis peut-être une autre tendance un petit peu plus récente, qui est celle de s'adresser à autre chose qu'aux collectivités, puisque donc nous on est très marqués par le fait que tout à l'heure on a parlé du rôle de l'État, enfin quand même en 1983 ça commence à faire 33 ans maintenant que l'urbanisme est décentralisé, que l'État n'a rien à faire, sauf cas très exceptionnel, dans l'urbanisme. Je rappelle que l'ANRU est un organisme partenarial, que le projet il est porté en général par une collectivité. Donc on dit l'État, mais en fait on veut dire la puissance publique. Je referme ma petite parenthèse, mais donc en tout cas, vu du point de vue de l'État, on s'adressait beaucoup aux collectivités, écoquartiers dont je viens de parler, et puis on a inventé, on a découvert qu'il y avait d'autres gens que les collectivités qui faisaient de l'urbanisme. On n'a pas les architectes, on savait un peu, enfin les urbanistes. Je me ferais taper sur les doigts. Donc les urbanistes, mais par exemple, il y a aussi les entreprises qui font de l'urbanisme. Bouygues, par exemple, citons-lui, je pourrais en citer plein, mais fabrique des bouts de ville. Et donc on a intérêt à leur parler aussi si on veut assurer la transition. Et donc vous voyez défiler aussi dans les diapos ce qui s'appelle les démonstrateurs industriels de la ville durable, où on apporte, alors on n'est pas à Chalier là, on est plutôt dans du lourd, dans des intérêts privés. Cela dit, on en a dans des endroits insoupçonnables, typiquement Marie-Galante s'est porté volontaire sur ce dispositif-là. Et donc on s'adresse là à un consortium d'entreprises où on leur demande, vous avez envie de développer un démonstrateur de ville durable, quelque chose que vous pensez innovant, qui va contribuer à faire progresser ce qu'on sait faire sur la ville. Et nous, on va vous aider à le faire. Alors on va vous aider avec les moyens qu'on a nous. On a des moyens au niveau national. On s'est dérogé, par exemple, à un certain nombre de règles. Ça fait longtemps. C'est dans le Code de la construction depuis peut-être 1946. Ça fait longtemps qu'on s'est dérogé aux règles. C'est bizarre, on oublie régulièrement, on invoque les règles comme étant des espèces de trucs intangibles, mais ça fait très longtemps qu'on s'est dérogé. En France, on sait faire beaucoup de règles et on s'est dérogé à beaucoup de règles, en fait, en vrai. Donc, mais on a cette capacité en tant qu'administrateur. Vous avez raison, la question c'est de l'obtenir, la dérogation. Voilà, tout à fait. Donc du coup, là, on leur dit à ces 16 démonstrateurs, on leur a dit, si vous avez des besoins, on viendra vous aider aussi à faire un truc. Là aussi, je parlais de préjugés tout à l'heure. On nous reproche souvent, en tant qu'administration, d'être en silo et de ne pas se parler. Alors que notre job de tous les jours, en fait, c'est justement d'aller un peu se taper de temps en temps dessus, mais on est là pour fabriquer l'interministérialité avec nos collègues de la direction des entreprises, nos collègues de l'architecture, nos collègues. Donc leur donner aussi à voir que ce dispositif qu'ils croient être en silo n'est pas en silo. Il suffit de nous poser la question proprement, nous disant on a besoin que vous vous parliez et on sait se parler. Donc voilà, donc ce dispositif-là, et puis un appui local aussi, puisque in fine, ça va arriver sur un territoire. Et pas d'argent. Alors il y a de l'argent, mais sous une autre forme, mais pas d'argent. Parce que c'est pas ça qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient aussi, c'est pouvoir une sorte de reconnaissance. Donc voilà, d'autres acteurs, les entreprises, et sans doute
puisqu'on parle de nouvelles frontières, ou de... Non, j'ai mélangé les deux. Donc de nouvelles du front et de nouvelles richesses. Hein. De nouvelles richesses, mais sans doute aussi, il va y avoir un sujet autour des habitants. Moi, par exemple, je n'ai pas de politique publique qui s'adresse aux habitants. Alors déjà, je ne sais pas trop ce que ce serait les habitants vus de chez moi, mais en tout cas aux citoyens, sans doute il y a quelque chose à faire, parce qu'on voit... je vous retranscris un petit débat qu'il y a eu au travers de la journée de la semaine dernière sur le logement choisi. Donc il y avait une collectivité qui disait moi j'ai fait de l'habitat participatif, voilà. Et au bout de 5 réunions, les gens ils en avaient marre. En fait ils ont dit ça va, tout ça vous êtes c'est bien gentil, mais quand est-ce qu'on signe le plan là, parce que je n'ai pas que ça à faire en fait. Donc c'est pas une évidence que tout le monde veut participer au projet en fait. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est très bien d'être consommateur et voire même avoir des idées pas intelligentes sur le sujet parce qu'ils ont plein d'autres trucs à faire. Enfin, donc nos petits rêves aussi de participatif, ils s'arrêtent à la réalité de l'emploi du temps de tout un chacun et aussi de ce qu'ils savent sur le sujet. Et donc sans doute moi, enfin en tout cas dans perspective, la nouvelle richesse, elle est en fait au travers de ces d'acteurs et qui, alors je ne vais pas dire qu'il faut les éduquer parce que ça serait quand même d'un paternalisme qui contredirait tout ce que je viens de raconter avant, mais il faut leur apporter les moyens de pouvoir s'intéresser au sujet et au sujet de l'urbanisme, au sujet de l'architecture, sans quoi on risque de pédaler un petit peu dans le vide, de s'adresser qu'à des voilà, des petits cercles très fermés, hein. Outre le participatif, c'est très difficile d'y intéresser autre chose que des gens qui savent ce que c'est avant. Parce que ça a une petite tendance centrifuge. Un petit noyau de spécialistes va vite faire fuir les autres parce que du coup, effectivement, ils seront dedans, ils sauront... Voilà. Donc il y a des effets comme ça qui sont intéressants à voir se développer. Donc pour nous, voilà, c'est sans doute un sujet, je n'ai pas de réponse, mais un sujet de réflexion et de nouvelles façons de faire. Donc en tout cas, et pour conclure, quand moi en tout cas j'ai visité, j'ai eu la chance d'aller voir le pavillon et je me suis dit, merde, on aurait pu le faire en fait. J'étais un peu déçu qu'ils y aient pensé avant nous, mais on aurait pu le faire. Voilà, voilà, je pense que c'est complètement cohérent avec les politiques qu'on peut porter et la façon dont on essaie de mettre en valeur le plus de territoires possible, parce qu'il faut que tout le monde participe au sujet de la transition énergétique ou de la réponse aux besoins de logement ou au sujet de la désertification de certains lieux. Voilà. Pour simplement rebondir un tout petit peu, dire que il y a souvent aussi l'idée que tout le monde peut faire tout, c'est-à-dire que finalement l'habitant pourrait se mettre à dessiner, que non finalement. Est-ce que finalement la responsabilité qu'ont les gens qui sont formés tout simplement, est-ce que la formation d'un certain nombre d'acteurs n'est pas aussi un sujet pour mieux articuler les gens formés à ceci et à cela pour pouvoir être rétribués effectivement en fonction de la plus-value que chacun apporte. C'est-à-dire qu'à force aussi de dire qu'on va tout co-construire, on finit par noyer un tout petit peu aussi les responsabilités. Et aujourd'hui, donc c'est vrai que si à la Biennale de Venise d'architecture, on a un pavillon de l'architecture 2016 avec des commissaires, c'est parce que, d'une certaine manière, à un moment, il a été considéré que la dimension culturelle de cette alliance de toutes les compétences pouvait, à travers l'architecture, d'une certaine manière, être incarnée parce qu'à un moment, ça se voit, parce qu'à un moment, ça s'habite, comme a dit notre économiste tout à l'heure, parce qu'à un moment, ça s'incarne, ça se concrétise et que l'architecture est une manière de concrétiser ce que la société, dans sa vision de civilisation, peut aussi, à un moment, à un instant T,
dire. Et donc l'illustration par l'architecture de ce qu'une société fabrique, c'est aussi une responsabilité. C'est d'ailleurs pour ça que les architectes sont formés à l'intérêt public. Et donc je trouve intéressant à travers ces croisements voilà, de montrer qu'il y a à la fois différentes politiques publiques qui emmènent l'architecture d'une certaine manière, et puis parfois l'architecture peut aussi apporter des solutions à un certain nombre de questions qui sont voilà. Ce que je voudrais juste aussi quand même souligner là, dans les réalisations qui ont été montrées, justement, ce qui a frappé, je pense aussi les ministres, nos 2 ministres qui ont visité successivement le pavillon avec les commissaires, c'est la puissance en fait des propositions d'innovation, leur force quand on voit des images réalisées, hein, alors même que je pense que chacune de nos ministres, c'est aussi la difficulté du trajet et de la trajectoire au quotidien pour les différents professionnels qui sont dans l'affaire, de même que pour les différents élus, hein, pour les élus de terrain, c'est pas toujours facile d'aller convaincre un certain nombre de bailleurs, c'est pas facile de convaincre leurs propres concitoyens, c'est pas facile de... Voilà, donc c'est un peu la difficulté, l'aridité un peu du chemin, et par des réalisations riantes quand même, parce qu'elles sont... elles se montrent dans une certaine forme d'esthétique, hein, que vous avez aussi réussi à démontrer que ce chemin d'aridité parfois peut produire une certaine forme de beauté, si je peux le dire comme ça. Alors, je crois qu'il y avait une question au début de la phrase. Et je ne la prendrai pas tout à fait comme ça, la question de la compétence, mais plus... alors, je fais écho à l'expérience qu'on a, nous, au travers du palmarès des jeunes urbanistes. Donc, c'est à peu près... Certains doivent être là, d'ailleurs, peut-être même ceux qui sont sur la photo. Et donc, où on voit qu'il y en a un certain nombre d'entre eux, alors ça peut être des architectes, mais ça peut être d'autres professions, qui... c'est pas forcément une question de compétence, mais c'est plus une question à quel moment du processus ou comment ils interviennent dans le processus de création urbaine ou architecturale d'ailleurs, avec parfois des choses très étonnantes. Hein, alors ils sont tout petits parce qu'ils sont nombreux, c'est un collectif, on a évoqué le nom, effectivement nous aussi on voit apparaître beaucoup ce sujet de collectif, hein, mais il y a le collectif Plateau Urbain qu'on récompensera cette année, hein, qui a investi des lieux, enfin, qui est carrément... en acteur de sa propre façon de fabriquer l'espace. Donc des choses un peu différentes qui peuvent se faire. Je cite un autre exemple qui n'est pas un palmarès jeune urbaniste, mais voilà, moi j'ai rencontré sur ces questions d'habitat participatif quelqu'un qui prenait la place des commerciaux, enfin en gros il prend la place des commerciaux, des promoteurs, et il leur dit, moi à la place de votre bulle de vente, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre je vais recruter des futurs acheteurs, je vais faire le participatif, et du coup ils vont vous acheter votre produit après, mais donc qui se positionnent non pas comme maîtrise d'ouvrage urbaine sociale ou quelque chose comme ça, mais qui se positionnent dans la chaîne de valeur du promoteur en disant moi j'interviens là, vous me payerez. Alors ils se payent au forfait d'ailleurs, c'est la mode, hein, j'ai l'impression, le forfait. Mais du coup, qui se repositionne. Enfin, donc, pour moi, il y a plutôt une recomposition du paysage, des partenariats, de la façon dont toute la profession, et notamment celle d'architecte, se positionne plus dans la catégorie de, alors soit le grand maître qui faisait le petit geste, le grand geste du coup, c'est un grand maître de départ et puis qui fait le grand projet architectural, ou celui qui faisait les travaux, mais des choses plus intermédiaires, plus imbriquées avec d'autres ou avec des catégories différentes. Donc, en tout cas, nous, on voit, alors on pourrait appeler ça de façon un peu chic l'hybridation, mais en gros, on voit que tout ça, ça se mélange. Nous, on traite beaucoup le sujet avec les aménageurs, puisque ça sera notre profession de référence, on va dire ça comme ça, les aménageurs. On les a mis en réseau et donc ils nous demandent de travailler, ils travaillent ensemble sur beaucoup ces sujets de
finalement, là aussi, l'aménageur qui était très catégorisé, et notamment par le cadre réglementaire, c'est celui qui répond à l'appel d'offres de concession et qui construit la voirie, de plus en plus, il gère derrière des bouts de réseau de chaleur et de trucs, donc il reste longtemps, voire très longtemps, et de plus en plus, il intervient avant parce que voilà, il faut faire du participatif, etc. Et puis il y a Bouygues qui arrive au milieu, qui fait du aménageur de second rang, les macrolos. Enfin, on voit que tout le système essaye d'inventer. Alors, qu'est-ce qu'il essaye d'inventer? En gros, hein, on l'a évoqué, la notion de frugalité. Enfin, en gros, on n'a quand même plus d'argent, quoi, pour faire simple. Donc, on essaie de retrouver de la valeur en économisant ou en changeant la façon dont la rente foncière, aussi de façon très simple, se répartit entre tous les acteurs. Donc c'est ça qu'on voit aussi à l'œuvre. On voit une recomposition du système. Quand Nexity se met à faire de l'habitat participatif, c'est aussi c'est pas pour nos beaux yeux, c'est pour faire de l'argent. Hein. Donc, mais du coup, il se dit que en discutant et en partageant une partie de la valeur avec les habitants, il va pouvoir faire le business. Donc voilà, toutes ces recompositions touchent tous les éléments de la profession aussi. Et il y a un gros driver économique. Alors, espérons pour nous qu'on en sorte, puisque c'est quand même beaucoup dû à la crise, je pense, hein, qu'on voit apparaître ça. Nous, nos jeunes urbanistes, s'ils se mettent en collectif et qu'ils s'intéressent aux territoires ruraux beaucoup, c'est aussi parce que c'est là où il y a de l'argent. Enfin, il n'y a plus grand-chose d'endroits où il faut aller chercher. Ils vont chercher des marchés, quoi. Et du coup, espérons qu'on en sorte de la crise, mais espérons aussi que du coup, on garde le bon côté du système, qui est d'avoir cassé un certain nombre de codes ou de présupposés qui génèrent des choses dont on n'est pas très content. On a évoqué la question du lotissement, le périurbain, etc. Mais c'est aussi généré par les emboîtements de la profession. Et donc, espérons que ce mélange qu'on vient de reconnaître là depuis une dizaine d'années génère pour nous une meilleure façon de faire. Voilà. En tout cas, vous emmenez une observation très attentive, si je comprends bien. Alors, c'est très attentif. Alors, de temps en temps, du coup, ça nous oblige à changer des bouts de loi. On a évoqué, Frédéric Bonnet, je crois, c'est toi qui as évoqué la question de la loi Allure, voilà, ou par exemple, moi, nos dernières livraisons réglementaires, pour ce qui me concerne, ça sera le bail réel solidaire. Donc, là aussi, on va démembrer la propriété. C'est aussi une autre façon de changer un tout petit peu. Là, il n'y a plus un propriétaire qui vend, il y a un mec qui vend un bout du truc, un autre qui en garde, et puis un locataire dessus, mais en fait qui est un peu propriétaire. Là aussi, on participe, nous. Donc de temps en temps, on est obligé d'ajouter des petits bouts de code ou de changer. Donc mais on voit à l'œuvre, effectivement, du coup, c'est intéressant. Et alors, en termes d'observation, je rebondis juste sur ça. Nous, on a une énorme frustration en tant qu'administration centrale, c'est qu'on écrit des bouts de trucs, et jamais personne vient nous voir, à part quand ça ne marche pas, pour nous dire que ça marche, ou on est en train de faire des trucs. Voilà. Et donc on va essayer de monter de plus en plus des systèmes d'accompagnement sur le long terme de ces sujets. Typiquement, je parlais du bail réel solidaire, on essaye de monter un groupe d'utilisateurs qui nous disent on fait des trucs bien, ou alors ça marche pas, mais que ça remonte chez vous. Que ça remonte, c'est pas évident en fait. Hein. Aujourd'hui, le système, on a parlé du rôle de l'État, je trouve que le truc qui marche le moins bien aujourd'hui, c'est on nous demande d'être de plus en plus proche des acteurs. Hein, donc, je vous ai montré un certain nombre de dispositifs qui nous mettent très très près du terrain. Hein. Moi, j'ai des contacts avec des communes rurales, avec toute la France, depuis ma tour de la Défense. Mais d'un autre côté, le feedback n'est pas super bien organisé, parce qu'il y a toujours cette croyance qu'on est dans une grande tour et qu'on fait descendre les trucs de l'intelligence jusqu'au terrain. Donc, le système... je pense, là aussi, sur le rôle de l'État, il faut aussi que tout le monde participe de ce système, de changer son rôle. On l'a effleuré là aussi. Hein. Sachez que nous ne sommes que le reflet de la société. Nous ne sommes que le reflet de ce qu'ont voté le Parlement, de ce qu'a voté donc les habitants. Enfin, il y a un moment où il faut que tout le monde aussi nous utilise comme un bien commun, puisqu'on a utilisé le terme. C'est beau, hein. C'est beau, merveilleuse conclusion.